Petite pluie. Dehors, la cour du quartier rôtissait lentement sous le soleil. L'air saturé d'humidité était étouffant. Autour des bâtiments de la section radio, le sable réfléchissait une lumière jaune aveuglante. Il n'y avait à l'intérieur qu'un planton en train de somnoler, debout contre le mur. Il tirait sur sa cigarette. Et aussi une silhouette inerte en treillis. Le type, allongé sur un lit de camp, lisait un livre de poche. Le planton s'est mis à bâiller. Il a craché dans le sable brûlant. Le personnage sur la couchette, il s'appelait Levine, a tourné la page et il a arrangé l'oreiller sous sa tête. Un gros moustique bourdonnait contre une vitre. Ailleurs, une station de radio, à Leeville, jouait du rock'n'roll. Des jeeps et des 2,5 tonnes circulaient sans cesse, dans un bruit de ferraille. Cela se passait à Fort Roach, en Louisiane, vers le milieu de juillet 1957. Nathan, Lardas, Levine, dit Gros Cul, spécialiste 3C, était affecté au même bataillon, à la même compagnie et à la même couchette depuis 13 mois, et l'on approchait du 14e. Roach étant ce que c'était, tout autre que Levine aurait sérieusement songé au suicide, ou serait devenu fou. D'ailleurs, d'après des statistiques militaires plus ou moins confidentielles, cela arrivait souvent. Mais Levine n'était pas un bonhomme ordinaire, et c'était un des rares hommes censés à vraiment aimer Fort Roach. Peinardement, il tournait à l'indigène. Déjà, son accent rocailleux du Bronx avait perdu de son agressivité. Sa voix se faisait traînante, assourdie. Il avait aussi découvert le torboyau, qu'il avalait sec ou mélangé à ce qui se trouvait sortir du distributeur de Coca-Cola à ce moment-là. Ça valait bien dans son genre le scotch sur des glaçons. Il écoutait dans les bars des environs les groupes de bouseux qui chantaient dans le style hillbilly, et cela lui apportait le même plaisir que dans le temps Lester Young ou Jerry Mulligan. Il mesurait sensiblement plus d'1,80 m, plutôt dégingandé, mais la silhouette de costaud rustique, comme le voyaient les petites collégiennes, au bout de 3 ans à éviter les corvées, commençait à s'empâter. Il avait maintenant une belle petite brioche, qui lui inspirait une certaine vanité, et un gros cul dont il était nettement moins fier, et qui lui avait valu ce surnom. Le planton jeta son mégot dans le sable et dit « Regarde qui arrive. Si c'est le général, tu lui diras que je fais la sieste. » Et de bâiller en allumant une cigarette. « Non, dit le planton, c'est Twinkletoes. » Il s'appuya à nouveau contre le mur et ferma les yeux. On entendit un bruit de pas sous la véranda, puis une voix avec l'accent de la Virginie qui disait « Capucci, bande de salauds !» Le planton ouvrit un œil. « Va te faire enculer !» ajouta-t-il. Twinkletoes Dugan, secrétaire de compagnie, entra pour jeter un coup d'œil torve à Levine. « Qu'est-ce que tu vas faire de ce putain de bouquin quand tu l'auras fini, Levine ?» Levine jeta son mégot dans le casque qui lui servait de cendrier. « Je vais le foutre à la poubelle, » répondit-il avec un sourire. L'autre fit une vilaine grimace. « Le lieutenant veut te voir. Alors tu ferais mieux de lever ton gros cul et de foncer chez l'officier de garde. » Levine tourna la page et poursuivit sa lecture. « Eh !» dit le secrétaire. Levine répondit par un sourire vague. Dugan était un appelé. Au bout de 2 ans, il s'était fait virer de l'université de Virginie et, comme pas mal de secrétaires, il présentait son petit côté sadique, sans compter les autres aspects engageants de sa personnalité. Par exemple, il semblait persuadé que la NAACP, qui s'occupait de la promotion des personnes de couleur, n'était qu'une simple organisation communiste vouée 100% au mariage entre blancs et noirs. Quant à l'inégalable gentleman de Virginie, véritable Übermensch, une conspiration organisée par les Juifs new-yorkais l'empêchait seul d'accomplir sa haute destinée. C'est surtout à cause de ça que Levine et lui ne s'entendaient pas trop bien.
Alors comme ça, dit Levin, le lieutenant veut me voir. Tu ne vas pas me faire croire qu'il a déjà ma perme. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il est à peine plus de 11 heures. Ça ferait 5h30 d'avance. Toutes mes félicitations. Il hocha la tête d'un air admiratif pendant que Dugan faisait la grimace. Non, je ne crois pas que ce soit pour ta perme. Peut-être même qu'il va falloir attendre un peu. Levin posa son livre avant d'écraser la cigarette dans le casque et de regarder au plafond. « Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore pu bien faire? Ne me dis pas qu'ils vont me recoller en prison. Ça fait bien 15 jours que tu n'as pas passé au rapport, hein ?» Levin connaissait le truc, et Dugan ne devait plus trop s'imaginer pouvoir lui foutre la trouille. Mais avec des cons pareils, on ne sait jamais. « Alors tire-toi de ce plumard. C'est tout ce que j'ai à te dire. » Il prononçait plumard, plumard, ce qui énervait prodigieusement Levin. Il reprit son livre et poursuivit sa lecture. « Ok, dit-il avec un salut ironique. Va rendre compte, homme blanc. » Dugan le regarda d'un air furieux et finit par foutre son camp. Il dut se prendre les pieds dans le M1 de la sentinelle, parce qu'on entendit un grand vacarme et que Capucci lui dit « Bon Dieu, t'es pas foutu de te tenir sur tes pieds !» Levin ferma son livre et le roula pour le fourrer dans sa poche revolver. Avant de rester 1 minute ou 2 à regarder un cafard qui traversait la pièce selon l'itinéraire extrêmement compliqué qui lui était propre. Finalement, il se leva en bâillant, vida sur le sol les mégots et les cendres qui étaient dans le casque, mit ce dernier sur sa tête et le baissa sur ses yeux. En passant, il pinça la joue de la sentinelle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Capucci. Levin cligna des yeux en regardant les ondes de chaleur. « Ça doit être le Pentagone. À tous les coups, pas moyen qu'il me foute la paix. » Il avança dans le sable en traînant les pieds. Le soleil lui chauffait déjà le crâne à travers le casque. Autour du bâtiment, où se trouvait le bureau de l'officier de garde, on voyait une petite bordure d'herbe verte, la seule herbe dans le coin. À gauche, des types faisaient déjà la queue pour la soupe. Il remonta l'allée, couverte de gravier. Il s'attendait à voir Dugan devant la porte ou à une fenêtre à le guetter. Mais quand Levin pénétra dans le bureau, le secrétaire était à sa machine en train de taper activement. Levin s'appuya à la barrière devant le bureau du sergent-major. « Jour, sergent, dit-il. » Le sergent leva les yeux. « Où t'étais encore foutu, hein? En train de lire un putain de bouquin. »« Oui, sergent, parce que j'étudie pour passer sergent, sergent. » Le sergent fit la gueule. « Le lieutenant veut te voir. »« C'est ce qu'on m'a dit. Où est-il ? » ?»« Dans la salle de garde, avec les types. »« Qu'est-ce qui se passe, sergent? Rien de spécial ?»« Vas-y, tu verras bien, » répondit le sergent d'un air pincé. « Tu devrais le savoir depuis le temps, personne ne me dit jamais rien. » Levin sortit du bureau et il fit le tour du bâtiment vers la salle de garde. À travers la porte à claire-voie, il entendit la voix du lieutenant. Le lieutenant, une douzaine de première classe et de spécialistes de la compagnie Bravo se tenaient autour d'une carte tachée de ronds de café, étalée sur une table. Le lieutenant continuait. « Bon, dit Grandi, et Ziegel, Rizzo et Baxter. » Il leva les yeux et vit Levin. « Levin, vous ferez équipe avec Pique-Nique. » Il plia rapidement la carte et la remit dans sa poche. « Compris ?» Tout le monde acquiesça. « Ok, alors c'est tout jusqu'à 1h. Sortez les camions du parc avant pour démarrer pile à l'heure. Je vous rejoindrai à Lac-Charles. » Il remit son casque et partit, en laissant la porte à claire-voie se refermer bruyamment derrière lui. « C'est l'heure pour un petit Coca-Cola, dit Rizzo. Y a quelqu'un qui a une sèche ?» Levin s'assit sur une table et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Baxter, un petit paysan blond de Pennsylvanie, répondit « Salut Levin, bienvenue au club. C'est encore ces bons dieux de Cajun. Ils sont toujours en train de foutre des pancartes, interdits aux chiens et à l'armée. Mais sitôt qu'il arrive quelque chose, les voilà tous qui crient au secours. Et le secours, dit Rizzo, c'est le 131e bataillon de transmission. Et où on va à 1h ? Demanda Levin. Pique-Nique se leva et s'approcha du distributeur de Coca-Cola. C'est près de Lac-Charles. Il y eut un ouragan ou un truc comme ça. Toutes les lignes électriques sont par terre.
Il mit dans la fente une pièce de 5 cents, et comme d'habitude, il ne se passa rien. La compagnie bravo de service. Sa voix se fit douce, presque caressante. « Allons, baby, dit-il à la machine, avant de lui filer un grand coup de pompe. Il ne se passa toujours rien. « Tu vas lui faire tilt, dit Baxter. Picnic martelait le distributeur à certains endroits bien précis. Quelque chose finit par se mettre en marche et il en sortit 2 jets, un d'eau gazeuse et l'autre de concentré de Coca-Cola. Juste avant que ça s'arrête, un gobelet vide fut expulsé du cylindre à temps pour être couvert de sirop à l'extérieur. « Dis donc, t'es vachement fort, dit Picnic. »« Elle est folle, répondit Rizzo. C'est la chaleur qui lui tape sur le système. » Ils continuèrent à bavarder un moment, en se demandant ce qui avait bien pu arriver à ces bons dieux de Cajun et ce que l'armée allait y faire. Ils fumaient en buvant des Coca-Cola. Finalement, Levin se leva et il mit les mains dans ses poches en faisant ressortir son ventre. « Bon, c'est pas tout ça, dit-il. Je vais aller faire mon sac. »« Attends, dit Picnic, je vais avec toi. » Ils poussèrent la porte à claire-voie et descendirent l'allée de gravier jusqu'au terrain sablé qui s'étendait devant le bâtiment radio. Ils avançaient lourdement dans le sable, transpirant dans l'air moite sous le soleil jaune. « Jamais un moment pour s'ennuyer, Benny, dit Levin. »« Seigneur, lui répondit Picnic. » Ils pénétrèrent dans le bâtiment en marchant comme 2 girls de music-hall, et quand Capucci leur demanda ce qui se passait, ils lui montrèrent, avec un ensemble parfait, leurs doigts à se fourrer dans le cul. Levin alla chercher son sac pour y empiler des treillis, des sous-vêtements, des chaussettes. Il y ajouta son nécessaire de rasage, puis, après mûre réflexion, une vieille casquette bleue de joueur de baseball. Il resta planté là, l'air soucieux. « Dis, Picnic, quoi ? Moi, je peux pas y aller. Ma perme démarre à 4h30. Alors pourquoi tu fais ton sac ? Je me demande si je ne vais pas aller voir Pierce et lui poser la question. Il doit être en train de manger, probable. De toute façon, nous aussi, il faut qu'on bouffe. Allons-y. » Et les voilà repartis sous le soleil dans le sable, vers la porte de derrière du réfectoire. Le lieutenant Pierce était assis tout seul à une table près du comptoir. Levin se dirigea vers lui. « J'ai pensé à quelque chose, dit-il. » Le lieutenant leva les yeux. « Ça ne va pas avec les camions ?» demanda-t-il. Levin se gratta le ventre et releva la visière de son casque. « Pas exactement, mais ma perme commence à 4h30, et je me demandais... » Pierce posa sa fourchette violemment sur le plateau. « Pour cette perme, Levin, il va falloir attendre un petit moment. » Levin fit un large sourire d'idiot de village. Il savait que ça tapait sur les nerfs du lieutenant. « Ben mince, dit-il, depuis quand je suis devenu si indispensable à la compagnie ?» Pierce prit un air irrité et soupira. « Écoutez, vous connaissez la situation de cette compagnie mieux que personne. L'ordre dit des spécialistes extrêmement qualifiés. Nous n'en possédons malheureusement pas. Alors, faudra faire avec des gros lards, bons à rien, dans votre genre. » Pierce était réserviste et diplômé du Massachusetts Institute of Technology. Il venait juste de passer lieutenant et se donnait beaucoup de mal pour prendre ça avec décontraction. Quand il parlait, c'était avec l'accent sec et précis de Beacon Hill. « Lieutenant, dit Levin, vous aussi, vous avez été jeune dans le temps. J'ai ce boudin à la Nouvelle-Orléans, elle m'attend. Laissez sa chance à la jeunesse. Il y a des centaines de spécialistes beaucoup plus qualifiés que moi. » Le lieutenant eut un petit sourire sévère. Il existait entre eux une complicité qui se manifestait dans des moments comme celui-là. Le reste du temps, ils n'en laissaient jamais rien paraître, mais ils avaient tous les deux le sentiment qu'au fond, ils se ressemblaient beaucoup plus qu'ils n'auraient voulu l'admettre, avec quelque chose de secrètement fraternel. Quand Pierce était arrivé à Roach et qu'il avait appris la vérité sur Levin, il avait essayé de lui parler. « Levin, vous perdez votre temps. Vous êtes diplômé de l'université, vous avez le quotient intellectuel le plus élevé de ce foutu bataillon, et qu'est-ce que vous en faites ? Vous êtes là, dans le pire trou de l'armée américaine, à rester assis sur votre cul, qui prend tous les mois des dimensions de plus en plus considérables. Pourquoi ne demandez-vous pas à faire le peloton ? Et même, je suis sûr que si vous vouliez vous en donner la peine, vous réussiriez à entrer à West Point. D'ailleurs, pourquoi diable vous êtes-vous engagé ?
et Levine de répondre avec un petit sourire, ni insolent, ni gêné, seulement vague. « Bah, je me suis dit que j'allais m'engager pour faire une carrière de simple soldat. » Ça mettait toujours le lieutenant dans tous ses états, au début. Ensuite, il prit le parti de se lever et de s'en aller à grands pas. Maintenant, il avait laissé tomber. Il lui dit donc « N'oubliez pas que vous êtes dans l'armée, Levine. Les permissions ne sont pas un droit, mais une faveur. » Levine fourra ses mains dans ses poches revolver. « Ouais, bon, ok, dit-il. » Il fit demi-tour et s'éloigna lentement, les mains dans les poches, en direction du comptoir. Il prit un plateau, des couverts et attendit son tour. C'était encore du ragoût. Le jeudi, c'était toujours du ragoût, apparemment. Il alla s'asseoir à côté de Pique-Nique et dit « Devine. » « Je m'en doutais, dit Pique-Nique. Ils finirent de manger et quittèrent le mess. Puis ils parcoururent peut-être 800 mètres à travers les pistes de béton et le sable. Ils arrivèrent au parc auto à 1h moins le quart. Presque tout le monde était là, avec 6 petits camions de 700 kilos équipés d'une radio à l'arrière. Levine et Pique-Nique sautèrent dans un camion, avec Pique-Nique au volant, et ils suivirent les autres jusqu'au bâtiment de la compagnie. Là, ils prirent leurs sacs et les jetèrent dans le camion. Ils empruntèrent la direction du sud-ouest, à travers les fermes et les marécages. Comme ils approchaient de la ville de Ryder, ils aperçurent des nuages dans le sud. « C'est de la pluie ?» demanda Pique-Nique. « Bon Dieu !» Levine avait mis ses lunettes de soleil, et il avait repris la lecture de son livre de poche, un truc intitulé « Schwammwensch », la fille des marais. Plus j'y pense et plus je me dis qu'un jour, ce lieutenant, je vais lui foutre mon poing sur la gueule, annonça Levine. « Ouais, c'est un sale con, admit Pique-Nique. »« Je veux dire, ajouta Levine en posant le livre ouvert à l'envers sur son ventre, il y a des jours où je regrette presque New York. Ça a rien de marrant. »« Pourquoi ça ? J'aimerais mieux être à l'académie qu'en train de faire le con ici. »« Eh non, commanda Levine avec une grimace. On peut pas revenir en arrière. Une fois j'ai essayé, à cause d'une fille. Ça n'a pas marché. »« Ouais, tu m'as déjà raconté ça. T'aurais dû y retourner. Je voudrais bien pouvoir le faire. Ou simplement revenir à la caserne et dormir, ça me suffirait. »« On peut dormir n'importe où, dit Levine. Enfin, moi je peux. » Arrivés à De Ryder, ils prirent la direction du sud. Des nuages s'accumulaient, gris et menaçants. Les camions avançaient au milieu d'un marais couvert d'une mousse grise nauséabonde, avec par-ci par-là des cultures minables. « Tu voudras le lire ?» demanda Levine. « C'est drôlement bien. Ça se passe entièrement dans les marais, avec une fille qui vit au beau milieu. »« Sans blague, » répondit Pique-Nique, sans quitter des yeux le camion devant lui. « Ça me plairait bien d'en trouver une de fille dans ce coin. Je me bâtirais une cahute tout au fond des marais, et l'oncle Sam, il pourrait toujours me chercher. »« Tu parles, dit Levine. Tu le ferais, toi ? Jusqu'à ce que j'en ai marre. Pourquoi tu t'installes pas, Nathan ? Demanda Pique-Nique, avec une gentille fille peinarde, là-haut, dans le nord. C'est l'armée que j'aime, répondit Levine. Tous les types de 30 ans sont pareils. Pierce, il y croit à ces histoires de rempilés. Je ne sais pas. Sans doute pas. Pourquoi y croirait-il ? Mais après tout, il dit peut-être la vérité. Je vais attendre, et puis je verrai, le moment venu. Ils roulèrent ainsi pendant environ 2 heures, laissant des camions tout au long de leur chemin pour assurer les relais avec Fort Roach. Ils arrivèrent enfin près de Lac Charles. Il ne restait plus que 2 camions. Rizzo, qui était avec Baxter, dans le camion de tête, fit signe à Levine et à Pique-Nique de s'arrêter. Les nuages recouvraient complètement le ciel maintenant. Il soufflait une petite brise qui les faisait frissonner dans leurs treillis humides. « On va trouver un bar, dit Rizzo, et attendre que le lieutenant nous rattrape. » Rizzo était sergent-major, mais c'était aussi l'intellectuel de la compagnie. On le trouvait allongé sur sa couchette à lire des trucs comme « L'être et le néant » ou « Form and Value in Modern Poetry ». Il méprisait les récits de l'Ouest, les histoires de cul ou les polars que ses camarades essayaient de lui prêter. Pique-Nique, Levine et lui restaient souvent ensemble tard le soir au PX ou à la cafétéria. Et c'était surtout Rizzo qui parlait. Ils s'enfoncèrent dans la ville et dénichèrent un bar tranquille près d'une école secondaire. Il y avait 2 gamines assises au bar.
Mais à part elle, la boîte était vide. Ils s'installèrent à une table dans le fond et Rizzo alla pisser. Baxter se dirigea vers la porte. « Je reviens, je vais acheter un journal. » Leving resta à boire sa bière, l'air pensif. Il avait cette habitude de faire la moue comme Marlon Brando, en se grattant sous le bras. Il lui arrivait également, quand l'envie lui en prenait, de faire de petits bruits comme un singe. Il dit soudain « Pique-Nique, réveille-toi, v'là le général. »« Général mon cul, répondit Pique-Nique. Rizzo arriva et dit « Fais pas la tête, regarde gros cul ou moi, on prend les choses comme elles viennent. » Baxter s'amena en courant avec son journal à la main. « Hé, les gars, on est dans le journal !» Il brandissait un journal de Lac-Charles, avec un titre énorme. « 250 disparus dans l'ouragan. »« Dans l'ouragan, dit Pique-Nique. Qui est-ce qui a parlé d'ouragan ? Peut-être que la marine n'a pas réussi à faire décoller un avion, dit Rizzo. Alors on nous envoie chercher l'œil de la tornade, enfin un truc dans ce genre. N'empêche que je me demande bien ce qui se passe là-bas, dit Baxter d'un air songeur. Seigneur, ça doit quand même être sérieux s'ils n'ont plus de communication. Il se révéla que l'ouragan avait complètement anéanti un petit village du nom de Créole, et qui était situé sur une île, ou plutôt une sorte de promontoire dans le pays des Bayous, en bordure du golfe, à une trentaine de kilomètres de Lac-Charles. Les services météo s'étaient visiblement emmêlés les pieds. Le mercredi après-midi, quand la population avait commencé à évacuer les lieux, la météo avait publié un communiqué annonçant que l'ouragan n'arriverait que pendant la nuit du jeudi, et l'on invitait les gens à éviter d'encombrer les routes. Ils avaient tout le temps. Puis, entre minuit et 3 heures du matin, le jeudi, l'ouragan s'était abattu sur Créole. L'article déclarait que la garde nationale était en mouvement vers la zone sinistrée, avec la Croix-Rouge, l'armée et la marine. On avait essayé de faire décoller des avions de la base aérienne de Biloxi, mais les conditions météo étaient épouvantables. Une compagnie pétrolière avait envoyé une paire de remorqueurs pour participer aux opérations de sauvetage. On allait sans doute déclarer Créole zone sinistrée, etc. Ils burent encore quelques bières tout en parlant de l'ouragan. Dans les jours qui venaient, ils n'allaient pas rigoler, ça c'était sûr, ce qui amena un certain nombre de considérations désabusées sur l'armée des États-Unis. « Engagez-vous, dit Rizzo, il en est encore temps. Moi, il me reste 382 jours à tirer. J'y arriverai jamais. »« Bah, dit Leving, avec un sourire, t'es amer, c'est tout. » Dehors, il pleuvait et il commençait à faire plus frais. Ils sautèrent dans les camions et sortirent de la ville au milieu des gerbes d'eau vers le lieu du rendez-vous fixé par le lieutenant Pierce. Il n'était toujours pas arrivé. Leving et Pique-Nique garèrent leur véhicule. La pluie rebondissait sur le toit. Leving sortit Swamp Wench de sa poche et reprit sa lecture. Au bout d'un moment, Rizzo vint taper sur la vitre. « V'là le général, dit-il, en montrant la route du doigt. » Une jeep avançait sous le déluge, conduite par un type en kaki tout couvert de boue. La jeep s'arrêta aux côtés du camion de Rizzo. Le conducteur sauta à terre et courut vers Rizzo en zigzagant. Il n'était pas rasé. Il avait les yeux rouges, son uniforme était en lambeaux et il était tout dégoûtant. Il s'adressa à Rizzo d'une voix trop forte et qui tremblait un peu. « Vous êtes les gars de la garde nationale ?»« Vain Dieu, non !» aboya Rizzo. « C'est peut-être l'impression qu'on donne, mais on n'est pas la garde nationale. »« Ah !» Il se retourna et Levin remarqua avec une légère surprise que l'homme avait sur chaque épaule 2 barrettes argentées. Le capitaine secoua la tête. « C'est pas drôle là-bas, murmura-t-il en remontant dans sa jeep. « Je suis désolé, mon capitaine, lui dit Levin, comme l'autre démarrait. Puis il ajouta pensif. « Dis donc, Rizzo, t'as vu ça ? La guerre, c'est l'enfer, ricana Rizzo. » Ils restèrent là une demi-heure et le lieutenant arriva enfin. Ils lui parlèrent de ce capitaine qui cherchait la garde nationale, et ils lui firent le récit de l'ouragan d'après le compte-rendu du journal. « Bon, allons-y, dit Pierce. Là-bas, ils sont encore en train de taper sur les transmissions. » Il s'avéra que l'armée avait réquisitionné le McNeese State College, à la sortie de la ville, pour en faire sa base d'opération. Il faisait nuit quand les 2 camions s'arrêtèrent le long de l'immense pelouse carrée du campus. Pique-Nique hurla à l'adresse de Baxter. « Hé,
C'est à qui la montera le plus vite. » Ils installèrent les antennes de 12 mètres, et ce furent Baxter et Rizzo qui gagnèrent. « Eh merde, dit Levin. C'est ça, je vous offre une bière quand tout ce bordel sera terminé. » Picnic se mit au travail sur le TCC-3 et Levin régla le NN-GRC-10. Vers minuit, la liaison était établie. Baxter passa la tête par l'arrière du camion. « Hé, les gars, vous nous devez une bière. »« Et tu sais où sont les bistrots ?» lui demanda Levin. « Répondit Baxter. « Toi et Rizzo, c'est vous les intellectuels. Alors vous devriez être capable de localiser ça. »« Ouais, Nathan, dit doucement Picnic en levant les yeux sur son TCC-3. « Tu dois te faire l'effet d'un ancien élève. »« Bien sûr, dit Levin. Le retour au foyer. Je me demande bien pourquoi je ne te fous pas tout bonnement ma main sur la gueule. Tu ferais mieux de nous offrir cette bière, fit remarquer Baxter. Ils finirent par dénicher un petit bar d'étudiants à quelques rues de là. En ce temps-là, il y avait à McNeese des cours d'été, et plusieurs couples dansaient sur des disques de rythme ou de blues. C'était le genre de boîte où l'on voit au-dessus du comptoir une rangée de chopes avec les noms des clients. « Bah, dit Baxter, d'un ton insouciant, la bière, c'est toujours de la bière. Si l'on chantait des chansons à boire, comme les étudiants, proposa Rizzo. Levin lui jeta un coup d'œil. « Tu dis ça sérieusement ?»« Personnellement, dit Baxter, moi, à l'université, ça m'a toujours fait chier. À mon avis, rien ne vaut l'expérience. »« Pauvre connard, répondit Rizzo. Oublies-tu que tu te trouves en présence de 3 des plus brillants intellectuels de l'armée ? » « Je suis pas dans le coup, rectifia Levin paisiblement. Moi, je suis un engagé, un point c'est tout. Exactement ce que je voulais dire. Nathan, reprit Baxter, t'es allé à l'université et t'es pas plus avancé que moi qui me suis fait virer du secondaire. Le problème avec Levin, reprit Rizzo, c'est que c'est probablement le plus grand feignant de l'armée. Il veut pas travailler, alors il a peur de se faire des racines. C'est la graine qui tombe sur le sol aride, où il n'y a point de bonne terre. Et lorsque le soleil se lève, ajouta Levin en souriant, il me brûle et me dessèche. Vous êtes-vous demandé pourquoi je reste à l'ombre dans la caserne ? Rizzo a raison, reprit Baxter. Il n'y a rien de plus aride que Fort Roach, Louisiane. Et pour ce qui est de la chaleur du soleil qui vous dessèche, ça, on ne fait pas mieux, ajouta Picnic. Ils restèrent assis, là, à boire, jusqu'à 3 heures du matin. De retour au camion, Picnic dit « Eh bien, ce Rizzo, quel bavard !» Levin croisa les mains sur son ventre et dit en bâillant « Que veux-tu ? Il faut bien que quelqu'un s'en charge. » À l'aube, Levin fut réveillé par un formidable rugissement de machine au beau milieu de la pelouse. Il se prit la tête à 2 mains. « Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Il avait cessé de pleuvoir et Picnic était dehors. « Regarde-les, dit-il. » Levin leva la tête. À 100 mètres de là, l'un après l'autre, comme d'immenses insectes, les hélicoptères de l'armée décollaient pour aller voir ce qui restait de Créole. « Bon Dieu, dit Picnic, mais ils étaient déjà ici hier soir. » Levin ferma les yeux. « Par ici, les nuits sont noires, ajouta-t-il. Là-dessus, il alla se recoucher et il ne se réveilla qu'à midi. Il avait faim et très mal aux cheveux. « Dis donc, Picnic, demanda-t-il d'une voix pâteuse, où est-ce qu'on trouve à bouffer ici ?» Picnic ronflait. Levin l'empoigna par la tête et le secoua. « Quoi ?» demanda Picnic. « Je disais, je me demande s'ils ont emmené les roulantes ou quelque chose. » Rizzo descendit de son camion et rappliqua. « Vain Dieu, ce que vous pouvez être feignant, dit-il. Nous, on est levés depuis 10 heures. » Sur la pelouse, les hélicoptères continuaient à décoller pendant que d'autres atterrissaient, chargés de survivants. Des ambulances les attendaient, avec toute une armée de médecins et d'ambulanciers. Il y avait partout des 2,5 tonnes, des jeeps, des 700 kilos, des soldats de différentes armes, presque tous en treillis, avec par-ci par-là une tenue d'officier avec des insignes dorés, et tout ce monde s'agitait. « Eh bien, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Levin. « Et puis, il y a aussi les journalistes, les photographes de Life, et puis, sans doute, aussi les actualités, dit Rizzo. Maintenant, c'est officiellement une zone sinistrée. »« Chouette !» s'exclama soudain Picnic, en clignant des yeux. « Dites donc, t'as vu la petite ?» Pour des cours d'été, il semblait y avoir pas mal de petites qui se promenaient parmi tous ces bons hommes en treillis vert olive. Baxter était aux anges.
Je savais bien qu'en restant suffisamment longtemps à Roach, il finirait par arriver quelque chose. Comme dans Bourbon Street, le jour de la solde, ajouta Rizzo. M'en parle pas, dit Levin. Il réfléchit une seconde, puis ajouta « Que ce soit ici ou à la Nouvelle-Orléans, qu'est-ce qu'on en a à foutre après tout ?» À 20 mètres de là, il remarqua un camion de 2,5 tonnes avec sur le côté l'insigne du 131e bataillon de transmission. Il lui manquait une aile et il était tout cabossé. « Hé, Douglas !» cria-t-il. Un soldat de première classe dégingandé et rouquin, qui était appuyé contre une des roues avant, leva les yeux. « Bon Dieu !» répondit-il, « vous voilà enfin !» Levin s'approcha. « Quand êtes-vous arrivé ?»« Eh ben, » répondit Douglas, « ils ont essayé de m'y envoyer hier, pendant la nuit, avec style, juste après que ce fût arrivé. Mais l'ouragan qui soufflait nous a foutus dans le fossé. » Levin examina le camion. « C'est comment là-bas ?» demanda-t-il. « Difficile à dire. Le dernier pont a été emporté. Le génie est en train d'établir un pont de bateau. Ils en chient drôlement. D'après ce que j'ai entendu dire, on n'a jamais vu une ville dans cet état. Tout est au moins sous 2,50 mètres d'eau. Seul le tribunal est resté debout, parce qu'il est en béton. Et puis, des macabées, ils en ramènent des pleins remorqueurs. Ils les empilent comme du bois à brûler. Et qu'est-ce qu'il pue ? N'insistons pas, cher ami. Je n'ai toujours pas pris mon petit déjeuner. Va falloir te contenter de sandwich et de café pendant un certain temps, dit Douglas. Il y a plein de grosses qui te l'offrent. Le café et les sandwichs, je veux dire. Parce que le reste, pour le moment, j'ai rien vu. Faut pas se faire de soucis, ça viendra. Parce que j'ai pas paumé ma perme pour des prunes. Il retourna au camion. Picnic et Rizzo étaient assis sur les ailes, à manger des sandwichs et à boire du café. « Où vous avez trouvé ça ?» demanda Levin. « C'est une fille qui nous a apporté ça, » répondit Rizzo. « Eh ben mince, dit Levin. Mais c'est que l'artiste disait vrai. »« Tu n'as qu'à attendre, » dit Rizzo. « Il en a sûrement une qui va venir. »« Je me demande, » répondit Levin, « on va peut-être me laisser là, à mourir de faim, avec la veine que j'ai. » D'un mouvement de tête, il désigna un groupe d'étudiantes et il dit à Rizzo, tout en éprouvant une curieuse empathie, en sommeil qu'il était depuis quelque temps. « Oui, ça fait un bout de temps. » Rizzo eut un rire caverneux. « Qu'est-ce qui te prend? T'as le mal du pays ou quoi ?» Levin hocha la tête. « Pas vraiment, mais j'ai une impression de circuit fermé. Tout le monde sur la même fréquence. Et au bout d'un moment, on oublie le reste du spectre. On finit par croire que c'est la seule fréquence qui compte ou qui existe. Alors qu'à l'extérieur, dans tout le pays, il existe des couleurs merveilleuses, les rayons X, les rayons ultraviolets. »« Et tu ne crois pas que Roche soit également en circuit fermé ?» demanda Rizzo. « McNeese, ce n'est pas l'univers, et Roche, ce n'est pas non plus tout le spectre. » Levin hocha la tête. « Vous autres, les appelés, vous êtes tous les mêmes, dit-il. Je sais, vive l'armée, et ça mène où ?» Arriva une petite blonde avec un grand panier de sandwichs et de gobelets de carton contenant du café. « Eh bien, dit Levin, vous arrivez bien, ma jolie. Vous me sauvez d'une mort certaine. » Elle lui sourit. « Bah, vous n'avez pas l'air d'être si mal en point. » Levin prit 3 ou 4 sandwichs et un gobelet de café. « Vous non plus, dit-il d'un air cochon. Ils sont mignons de nos jours, les Saint-Bernard. » Drôle de compliment, mais enfin, il est de meilleur goût que ceux que l'on m'a faits aujourd'hui. « Et comment vous appelez-vous » demanda-t-il, au cas où j'aurais encore faim. « On m'appelle Bouton d'Or, dit-elle en riant. Et puis spirituel avec ça, reprit Levin. Vous pourriez monter un numéro avec Rizzo. Il est allé à l'université. Vous pourriez jouer au jeu des citations. Enfin, un truc de ce genre. N'écoutez pas, dit Rizzo, c'est juste un laboureur. Et vous aimez labourer ? Demanda-t-elle toute contente. On verra ça, répondit Levin en avalant bruyamment son café. C'est ça, dit-elle. Je vous verrai dans le coin. D'une voix de ténor, Rizzo chanta faux Betty Coed, l'œil en vrille. Tu peux pas fermer ta gueule, lui demanda Levin. T'es pas drôle. Tu vas pas nous faire une pendule, répondit Rizzo. Qui a commencé, demanda Levin. Oh, hurla Douglas. Je prends une jeep pour aller jusqu'à l'embarcadère. Qui veut venir? Je surveille le matériel, dit Picnic. Vas-y, dit Baxter. Moi, je vais rester là, où il y a les filles, dit Rizzo, en rigolant.
Et puis, il faut que je surveille le gamin, des fois qu'il perdrait sa fleur. » Baxter prit un air renfrogné. « Le prochain coup, ce sera ton premier. » Levin sauta à côté de Douglas dans une des jeeps du bataillon, et ils partirent en cahotant. À l'extrémité du campus, ils arrivèrent à une route goudronnée qui se détériora progressivement comme ils approchaient du golfe. On ne voyait guère de traces de l'ouragan, sauf quelques arbres déracinés et des panneaux de signalisation tordus, des tuiles arrachées et des planches brisées. La conversation de Douglas consistait en un feu roulant d'informations de seconde main. Levin opinait, l'œil vague. Il commençait à se demander si, somme toute, Rizzo n'était pas davantage qu'un éternel étudiant. De temps en temps, il devait y avoir une lueur de vérité dans la cervelle du petit sergent. Et puis, il commençait aussi à se tracasser, comme s'il sentait qu'un changement radical allait lui arriver, après 3 ans de sable, de béton et de soleil. Peut-être était-ce simplement que, pour la première fois depuis sa sortie du College of the City of New York, il venait de remettre les pieds sur un campus. Et si c'était un besoin de changement? Partir en faux sperme dès son retour à Fort Roach, ou alors se saouler la gueule 3 jours de rang. C'était là des façons de lutter contre la monotonie de l'existence. Il y avait autant de monde sur l'embarcadère que dans le campus, mais tout se déroulait calmement et avec efficacité. Les remorqueurs des compagnies pétrolières apportaient un tas de cadavres. Les équipes les déchargeaient. Les infirmiers les aspergeaient d'un produit chimique qui les empêcherait de tomber en morceaux. Puis une autre équipe les chargeait sur des 2,5 tonnes qui finalement les emportaient. « Ils les mettent dans un gymnase d'école, » lui expliqua Douglas, « avec de la glace partout. Pour les identifier, c'est un sacré boulot. C'est l'eau qui les défigure, ou quelque chose comme ça. » Il flottait dans l'air une odeur de charogne, qui évoqua pour Levin celle du vermouth, quand on en a bu toute la nuit. Les équipes de soldats travaillaient avec précision et efficacité, comme une chaîne d'assemblage. De temps en temps, un de ceux qui déchargeaient les remorqueurs se détournait pour vomir, mais le travail se poursuivait à un rythme régulier. Levin et Douglas restèrent assis là, à les regarder, tandis que le ciel s'obscurcissait et que s'effaçait un soleil invisible pour tous. Un vieux sergent-chef vint vers eux. Il s'appuya contre la jeep, et ils bavardèrent un moment. « J'étais en Corée, dit-il, au moment où un des cadavres maladroitement soulevés tombait en morceaux. Et je peux comprendre que des types se tirent dessus, s'entretuent, mais ça... » Il hocha la tête. « Seigneur. » Les officiers traînaient dans le coin, mais aucun ne semblait s'intéresser à Levin et à Douglas. Malgré cette efficacité quasi mécanique, l'opération présentait un caractère plutôt détendu. Presque tous les hommes étaient nu-tête, et un colonel ou un major n'hésitait pas à s'arrêter pour bavarder avec un simple soldat. « Comme au front, » précisa le sergent. « Plus de règlement. Pour ce qu'ils valent, d'ailleurs, bon Dieu. » Ils restèrent là jusqu'à 5h30, et puis ils rentrèrent. « Il y a des douches dans le coin ?» demanda Levin. Le première classe fit une grimace. « J'ai un copain qui en a pris une hier soir au club des filles. Ça doit être le seul endroit possible à mon avis. » Ils arrivèrent au camion et Levin alla voir où en était Pique-Nique. « Laisse tomber, » lui dit-il. « Et puis, si tu trouves où prendre une douche, tu me le dis. »« Ça, c'est pas con, » ajouta Pique-Nique. « Après tout, on est en juillet. » Levin se brancha sur 10 hommes en colère, et il écouta ce qui se disait. Il ne se passait pas grand-chose. Pique-Nique revint au bout d'une demi-heure. « Dis donc, Rizzo est branché là-bas. Qu'est-ce qui lui prend? Il veut de l'avancement? On n'en a rien à foutre. Bon, tu vas tout droit, jusqu'à la chapelle. C'est là, ce club. Tu ne peux pas te tromper. C'est plein de toutes sortes de gens qui entrent et qui sortent. »« Merci, dit Levin. Je reviens dans 5 minutes. Et puis, on ira se boire une bière, quelque part. » Il sortit de son sac des sous-vêtements et un treillis propre, sa trousse de toilette, et il s'enfonça dans l'épaisseur chaude de la nuit. Les hélicoptères continuaient à atterrir et à décoller. Leurs phares et les feux de position les faisaient ressembler à des engins de films de science-fiction. Levin trouva le bâtiment. Il entra. Il prit sa douche. Il se rasa et se changea. Quand il revint, Pique-Nique était en train de lire Swamp Wench. Ils finirent par dénicher un autre bar, bondé et beaucoup plus bruyant.
C'était la foule du vendredi soir. Ils aperçurent Baxter en train d'essayer de lever une fille dont le petit ami était déjà bien trop saoul pour chercher la bagarre. « Eh bien, dit Levin. » Pique-Nique lui jeta un coup d'œil. « Je ne voudrais pas parler comme Rizzo, dit-il. Mais que t'arrive-t-il, Nathan? Où est notre vieux sergent Bilko, que nous aimions tant? Serais-tu au bord d'une crise intellectuelle ?» Levin haussa les épaules. « Ça doit être l'estomac. Je passe des années à me faire cette bedaine, et puis je tombe sur tous ces refroidis. Et me voilà tout détraqué. »« Ouais, fit Pique-Nique. »« Parlons d'autre chose, reprit Levin. » Ils restèrent assis à regarder les petits étudiants, essayant d'y voir quelque chose d'inhabituel et qui leur resterait à jamais étranger. Mais voilà Bouton d'Or qui s'amène. « On joue au jeu des questions » demanda-t-elle. « J'en connais un plus drôle, dit Levin. »« Ah ah » fit la petite blonde en s'asseyant. « Le garçon avec qui je suis venu ne se sent pas trop bien, alors il a dû rentrer. »« Louons le Seigneur, dit Pique-Nique. »« Vous avez dû passer une dure journée » demanda Bouton d'Or avec un sourire éclatant. Levin lui passa nonchalamment un bras autour des épaules. « Je me donne du mal quand ça en vaut la peine, » dit-il en la regardant. Puis chacun essaya pendant un moment de faire baisser les yeux à l'autre. Il finit par avoir un petit sourire de triomphe et ajouta « Ou quand ça peut marcher ?» Elle leva les sourcils. « Même là, ça ne vaut peut-être pas la peine de vous donner tant de mal ?»« Et que faites-vous demain soir ?» dit Levin. « Parce que nous pourrions étudier la question. » Un jeune homme avec des airs de révolte et une veste de velours à côtes arriva alors en titubant et mit son bras autour du cou de Bouton d'Or, renversant dans la manœuvre la bière de Pique-Nique. « Bon sang » s'exclama la fille, « leur voilà. » Pique-Nique contemplait d'un air triste son treillis imprégné de bière. « Encore une excellente excuse pour une bagarre, dit-il. On y va, Nathan ?» Baxter écoutait. « Ok, ça, c'est parlé, mon petit Benny. » Il lança un coup de poing au hasard qui attrapa Pique-Nique à la tempe et le fit tomber de sa chaise. « Eh ben, commenta Levin en regardant par terre. « Ça va, Benny ?» Pique-Nique ne répondit pas. Levin haussa les épaules. « Bon, Baxter, on n'a plus qu'à l'emporter. Vous voudrez bien m'excuser, Bouton d'Or. » Ils ramassèrent Pique-Nique et le transportèrent jusqu'au camion. Le lendemain, Levin se réveilla à 7 heures. Il alla faire un tour dans le campus à la recherche d'une tasse de café. Son petit déjeuner achevé, il lui vint une de ces inspirations subites, dont on se demande toujours plus tard avec amusement d'où elles pouvaient bien venir. « Hé, Rizzo, dit-il en secouant le sergent, si quelqu'un me demande, le général ou le secrétaire d'État aux armées, tu leur diras que j'ai affaire, ok ?» Rizzo marmonna quelque chose, peut-être une obscénité, puis se rendormit. Levin fit du stop, et une jeep du bataillon l'emmena jusqu'à l'embarcadère où l'on continuait à décharger des morts. Finalement, lorsqu'un des remorqueurs fut presque vide, il s'approcha nonchalamment et grimpa à bord. Personne ne semblait l'avoir remarqué. Il y avait là une demi-douzaine de soldats et autant de civils, assis ou debout, et personne ne parlait. Il y en avait qui fumaient ou qui regardaient l'eau grise du marécage filer lentement. Ils dépassèrent le pont de bateau que le génie avait presque achevé. Ils se frayaient un chenal parmi les épaves et les troncs arrachés. Ils passèrent à petite vapeur au-dessus de Créole, longeant les étages supérieurs du palais de justice, le cap sur les fermes plus éloignées et qu'on n'avait pas encore fouillées. Parfois, un hélicoptère passait au-dessus d'eux dans un grand vacarme. Le soleil commençait à se dégager de la brume, chauffant l'atmosphère puante et immobile du marécage. C'est surtout cela dont Levin allait conserver le souvenir. L'impression bizarre d'un soleil gris sur un marais gris, et aussi l'odeur de cet air poisseux. Ils patrouillèrent ainsi pendant 10 heures à la recherche de cadavres. Ils en dégagèrent un qui était resté accroché à une clôture en fil de fer barbelé. On aurait dit un gros ballon un peu ridicule, ou un déguisé au carnaval. Quand on y toucha, il éclata avec un sifflement et s'évanouit. Ils en trouvèrent d'autres suspendus à des toits, coincés dans des arbres, ou dérivant parmi des débris de maisons. Levin travaillait en silence avec les autres, le soleil lui brûlait le visage et les mains. La puanteur du marais et des cadavres emplissait ses poumons. Il était pris dans le mouvement. Il ne se posait pas de questions, comprenant obscurément que la situation où il se trouvait ne demandait ni réflexion, ni effort de compréhension. Il repêchait des macabées, un point c'est tout.
Lorsque le remorqueur revint à s'amarrer vers 6 heures pour décharger ses cadavres, il débarqua avec la même indifférence qu'il avait montrée en montant à bord. Il sauta dans un 2 tonnes 5 qu'il ramena à l'université, sale, épuisé, malade de l'odeur qu'il dégageait. Il sortit des affaires propres de son camion sans se soucier de pique-nique qui avait presque achevé Schwanwench et qui avait semblé sur le point de lui dire quelque chose avant de se raviser. Il alla jusqu'au bâtiment des filles et resta longtemps sous la douche, à se dire que c'était comme une pluie d'été ou de printemps, et à passer en revue toutes les averses qu'il avait reçues. Quand il ressortit dans un uniforme propre, la nuit était tombée. Il retourna au camion et il sortit de son sac sa vieille casquette de baseball. Il la mit sur sa tête. « On se met en beau, dit Pique-Nique. Que se passe-t-il ? J'ai un rendez-vous. Chouette, j'adore ces idylles, c'est passionnant. » Impassible, Levin le dévisagea. Parlons plutôt d'impulsion. Il alla jusqu'au camion de Rizzo, y chipait un paquet de cigarettes et un cigare, de Nobili. Rizzo dormait. Il ouvrit un œil comme Levin repartait. « Mais c'est ce cher vieux Levin, toujours fidèle au poste. »« Allez, dors, lui répondit Levin. Puis il s'en alla en sifflant, les mains dans les poches, le cap sur le bar de la veille au soir. On ne voyait pas d'étoiles, il y avait de l'humidité dans l'air. L'éclairage public projetait les ombres de grands pins assez laids. Il entendait les voix des filles, le ronronnement des moteurs de voiture. Il se demandait ce qu'il foutait là. Il aurait dû être à Fort Roach, mais il savait que dès son retour à Roach, il se demanderait ce qu'il fabriquait là, et que ce serait peut-être ainsi partout où il irait désormais. Il s'imagine, vision grotesque, sous les traits de Levin, dit gros cul, le juif errant, passant les soirées du samedi à palabrer dans des villes inconnues avec d'autres juifs errants, à propos des problèmes essentiels de l'identité, moins la sienne que celle du lieu, et du droit qu'on y a d'y être. Il arriva à son bar et il y trouva Bouton d'Or qui l'attendait. « Je nous ai trouvé une voiture, dit-elle en souriant. Il découvrit tout à coup qu'elle avait un léger accent sudiste. « Tiens, qu'est-ce que vous buvez ?»« Un Tom Collins. » Levin prit un scotch. Elle le regarda d'un air grave. « C'est vraiment moche là-bas ?»« Vraiment moche. » Elle lui fit alors un grand sourire. Enfin, l'université a été épargnée. Ce qui n'est pas le cas de Créole. Oui, bien sûr, Créole. Levin lui jeta un coup d'œil. En somme, vous vous dites, il vaut mieux que ce soit tombé sur eux que sur l'université. Peut-être ben, répondit-elle, avec un autre sourire. Il tapa avec le bout de son doigt sur la table. Répétez-moi ça. Peut-être ben. Ouais, commenta Levin. Ils burent en bavardant, surtout à propos de l'université. Finalement, Levin proposa d'aller voir à quoi ressemblait le pays des Bayous par une nuit sans étoiles. Ils montèrent dans la voiture et partirent en direction du golfe, dans un monde opaque. Elle se pressait contre lui, impatiente. Il ne disait rien. Elle lui montra un chemin de terre qui s'enfonçait dans le marécage. « C'est là, murmura-t-elle, il y a une cabane. » Je commençais à me poser des questions. Des milliers de grenouilles chantaient autour d'eux, formant un chœur incompréhensible, à la gloire de quelque mystérieux principe. La mousse et les palétuviers se refermèrent sur eux. Ils parcoururent encore un bon kilomètre avant d'atteindre une cabane en ruine au bout du monde. À l'intérieur, il y avait un matelas. « C'est pas terrible, dit-elle, dans un souffle, mais on est chez nous. » Elle se serra contre lui en frissonnant dans l'obscurité. Il alluma le cigare qu'il avait volé à Rizzo. Il distingua le visage de la fille dans la flamme tremblante. Il y avait dans son regard comme l'aveu tardif et craintif à la fois d'une découverte. Et si par hasard les préoccupations de ce bouseux, c'était autre chose que le rythme des saisons, les risques des récoltes, tout comme il avait découvert auparavant que ce qu'elle pouvait donner ressemblait à un catalogue. Des ciseaux, des montres, des canifs, des rubans ou des lacets. Bref, il manifesta à son égard la pitié nonchalante qu'il éprouvait pour les héroïnes des bouquins de cul, ou pour les braves éleveurs paumés et un peu cons dans les westerns. Il la laissa donc se déshabiller dans son coin, plantée là à poil avec seulement son t-shirt et sa casquette de baseball, tirant sur son cigare. Il l'entendit enfin s'allonger sur le matelas en poussant de petits gémissements. Le cœur des grenouilles avait repris de plus belle, de plus en plus fort, semblait-il.
se mêlant à leurs propres spasmes qui les aveuglaient tout en les laissant étrangement absents, comme s'il s'était agi simplement de frôlements de mains, de vers entrechoqués, intimité pour le lecteur de McCall's. Cela prenait l'ampleur d'un duo d'opéra fait de petits cris et de soupirs, et de temps en temps, au cours de la représentation, il tirait sur son cigare, la casquette de baseball en arrière, tandis qu'elle se faisait vaguement protectrice. Pasiphae incomplètement offerte. Ils finirent par se retrouver allongés côte à côte au milieu de la clameur idiote des grenouilles. « En face de la grande mort, la petite mort, » dit Levin. Un peu plus tard, il ajouta « On dirait une légende dans Life. La vie et autour, la mort. Vain Dieu. » Ils rentrèrent. Quand ils arrivèrent devant le camion, Levin dit « On se reverra sur le campus. » Et elle eut un petit sourire triste. « Viens me chercher quand tu sortiras. » Et puis elle partit. Picnic et Baxter étaient en train de jouer au blackjack à la lumière des phares. « Hé, Levin, dit Baxter, moi, ce soir, j'ai fait une touche. Félicitations. » Le lendemain, le lieutenant vint dire à Levin « Dites donc, Levin, cette permission, vous pouvez la prendre si vous voulez. Maintenant que tout est installé, on n'a plus besoin de vous. » « Bon, dit Levin sans enthousiasme, d'accord. » Il s'était mis à pleuvoir. Comme il arrivait devant le camion, Picnic lui dit « Bon Dieu, ce que je peux détester la pluie !»« T'es comme Hemingway, lui répondit Rizzo. C'est bizarre, hein. T.S. Eliot, lui, il adore la pluie. » Levin mit son sac sur l'épaule. « La pluie, c'est bizarre, oui. Ça déterre les vieilles racines. Ça les arrache, ça les emporte au fil de l'eau. Bon, je penserai à vous, les gars, pendant que je serai à me dorer au soleil à la Nouvelle-Orléans, et que vous serez ici, le cul dans l'eau. »« Eh ben, taille-toi, répondit Picnic. « Au fait, ajouta Rizzo, Pierce t'a cherché hier. Alors, je lui ai raconté que tu étais allé chercher une pièce pour le TCC. Mais je me suis demandé un bon moment où tu avais bien pu filer. »« Seigneur, n'en parle pas, dit paisiblement Levin. »« Et j'ai toujours pas trouvé, ajouta Rizzo avec un sourire. »« Bon, salut les gars, conclut Levin. » Il réussit à se faire emmener par un 2 tonnes 5 qui retournait à Fort Roach. Quelques kilomètres en dehors de la ville, le première classe qui conduisait lui dit « Bon sang, c'est presque un soulagement de rentrer. »« De rentrer ? Oui, peut-être ben. » Il regardait les essuie-glaces fonctionner, il écoutait la pluie qui cinglait le toit, puis il finit par s'endormir.